Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de la rédaction du service français de RTI en ce samedi 4 octobre. Vous pourrez tout d'abord suivre la revue de l'information taïwanaise de cette semaine en compagnie de Valentin Floquet, puis je vous retrouverai avec Florian Dai pour le courrier des auditeurs, avec le rappel des concours et les réponses à vos questions. Et enfin, dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan de ce samedi 4 octobre, nous vous invitons à redécouvrir l'émission La ville en pratique de Clément Tricot, qui s'interroge cette semaine sur les avantages de se déplacer en train à Taïwan. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite la revue de l'information de cette semaine présentée par Valentin Floquet, avec pour débuter les principaux titres. Guangfu, bilan des travaux réalisés cette semaine en lien avec la catastrophe. Trafic humain, Taïwan bon élève mais doit mieux faire. Les Taïwanais en Chine font souvent l'objet de contrôles ciblés des forces de l'ordre. Kiev acte un protocole d'entente pour aider les enfants touchés par la guerre en Ukraine. À Varsovie, Lin Tialong insiste sur le partenariat indissociable entre l'Europe et Taïwan. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter cette actu hebdomadaire de l'actualité taïwanaise. Bilan d'une semaine mouvementée pour toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin. Les inondations de Guangfu dans le comté de Hualien ont laissé un lourd bilan humain et matériel, mais elles ont également révélé une mobilisation exceptionnelle de la société civile et des autorités taïwanaises. Le débordement du lac de Fata'an, ou de son autre nom Mata'an, consécutif au passage du typhon Ragaza, a provoqué la mort de 18 personnes et détruit de nombreuses habitations. Rapidement, associations, fondations et volontaires se sont rendus sur place pour lancer les opérations de nettoyage et de secours. Parmi les organisations engagées, la fondation Tzu Chi a joué un rôle central aux côtés d'autres groupes comme la Forward Alliance ou la Chinese Christian Relief Association. Des milliers de volontaires ont convergé vers Guangfu soutenus par un dispositif ferroviaire renforcé qui a permis d'acheminer efficacement les aides humaines et matérielles. À l'échelle internationale, le Japon a exprimé sa solidarité avec Taïwan. Des sénateurs japonais ont présenté leurs condoléances et rappelé la nécessité d'une coopération renforcée face aux catastrophes naturelles. Le président taïwanais a tenu à souligner la profondeur de ce lien en déclarant : je souhaite saisir cette opportunité pour remercier l'ensemble de la société japonaise qui a fait part de sa grande attention et de tous les messages de sympathie adressés à la suite de la catastrophe de Hualien. Nous en sommes profondément touchés. Depuis de nombreuses années, Taïwan et le Japon ont surmonté ensemble des épreuves telles que les séismes et les pandémies. Nous faisons aussi face conjointement à la menace autoritaire croissante dans la région. Non seulement le Japon suit attentivement depuis longtemps la situation dans le détroit de Taïwan, mais il agit surtout concrètement en faisant part de sa détermination à préserver la paix dans la région. Le gouvernement taïwanais a adopté un plan de reconstruction d'environ 560 millions d'euros, comprenant des indemnisations, 28 000 euros pour les familles des victimes, 7 000 euros pour les blessés graves et disparus, et 2 800 euros par foyer touché, ainsi que 1 400 euros pour le déblaiement des débris. Des exonérations de factures, des aides au logement, à l'agriculture et aux entreprises sont également prévues. Si le déblaiement progresse, la priorité est désormais de mobiliser des artisans qualifiés capables de réparer les infrastructures endommagées, condition indispensable au retour d'une vie normale. Trafic d'êtres humains. Taïwan, bon élève, mais doit mieux faire. Le département d'État américain a publié son rapport annuel sur la traite des êtres humains. Et parmi les 180 pays et régions évaluées, Taïwan est classé au niveau 1, soit le niveau le plus satisfaisant pour la 16e année consécutive.
Le niveau 1 correspond aux normes minimales de la TVPA, le Trafficking Victims Protection Act, pour l'élimination de la traite. Selon le rapport, Taïwan a fourni des efforts sérieux et soutenus, parmi lesquels la condamnation d'un plus grand nombre de trafiquants et une augmentation significative du nombre de victimes orientées vers les services de soutien. Toutefois, toujours selon ce rapport, les autorités taïwanaises ont enquêté sur moins de cas, poursuivi moins de suspects et n'ont pas pleinement mis en œuvre les procédures d'identification des victimes, nuisant ainsi l'accès de certaines victimes à la justice et à la protection civile. Le rapport cite également l'insuffisance des réglementations d'inspection et la fragmentation des responsabilités entre les différents ministères, constituant un obstacle aux efforts visant à identifier, enquêter et poursuivre les cas de travail forcé concernant les travailleurs migrants. En outre, le rapport souligne que les droits restreints des travailleurs migrants à changer d'emploi en cours de contrat et l'absence de loi du travail spécifique pour protéger les droits des aides étrangères à domicile continuent d'exposer des milliers de personnes au risque d'exploitation par le travail forcé. Les voyageurs taïwanais en Chine font souvent l'objet de contrôles ciblés des forces de l'ordre. La Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, a révélé que durant les 8 premiers mois de cette année, 133 ressortissants taïwanais en voyage en Chine ont fait l'objet de contrôles ciblés des forces de l'ordre ou ne sont plus joignables. Ce nombre de 133 personnes cumulées en 8 mois dépasse même le nombre total pour les 12 mois de 2024, qui s'est établi à 55 ressortissants. Notons que Pékin a unilatéralement suspendu la venue des touristes chinois individuels depuis le 31 juillet 2019, peu avant le début de la pandémie. Cette suspension est toujours en vigueur. La commission taïwanaise appelle la partie chinoise à reprendre les négociations sur les échanges touristiques entre les deux rives du détroit en respectant les principes concernant la sécurité, la stabilité, l'égalité et la qualité des voyages, critiquant les critères politiques imposés par Pékin dans l'examen des dossiers des voyageurs taïwanais. Taïwan et Kiev actent un protocole d'entente pour aider les enfants touchés par la guerre en Ukraine. Peu après son arrivée en Pologne pour assister au 12e forum sur la sécurité de Varsovie, le ministre des Affaires étrangères a assisté à la signature d'un protocole d'entente entre l'ONG italienne WeWorld, la Fondation taïwanaise pour l'enfance et la famille, ou plus connue sous le nom de TFCF, et le service municipal de la protection de l'enfance et de la famille de Kiev, la Kiev City Service for Children and Army. L'accord intitulé « Reconstruire l'enfance, programme de soutien global aux enfants vulnérables de la région de Kiev » vise à répondre aux besoins fondamentaux et à apporter un soutien psychologique aux enfants et aux jeunes vulnérables de la capitale ukrainienne, et notamment ceux qui ont perdu leurs deux parents pendant la guerre et grandissent dans des familles d'accueil. La partie ukrainienne de l'accord a précisé que de nombreux enfants souffraient de graves problèmes de sommeil et des traumatismes psychologiques dus aux alertes antiaériennes et aux évacuations répétées pour se mettre à l'abri. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que Taïwan poursuivrait ses coopérations avec ses partenaires européens pour la reconstruction des établissements scolaires, des édifices religieux ainsi que des hôpitaux pour que les Ukrainiens touchés par la guerre retrouvent rapidement leur vie d'avant. À Varsovie, Lin Jialong insiste sur le partenariat indispensable entre l'Europe et Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères taïwanais, Lin Jialong, était invité à prononcer un discours au Forum sur la sécurité de Varsovie, le WSF, par la présidente du Forum, Katarzyna Pisarska. Il a notamment parlé de la réinvention des chaînes d'approvisionnement mondiales des partenaires démocratiques en identifiant 4 facteurs principaux qui redessinent ces chaînes d'approvisionnement: la vulnérabilité révélée par la pandémie, les crises régionales à l'instar de la guerre en Ukraine, la coalition des régimes autoritaires, énumérant la Chine, la Russie, l'Iran ou encore la Corée du Nord, qui menacent la sécurité mondiale, ainsi que la montée du protectionnisme nationaliste comme obstacle à la coopération entre démocraties et au libre commerce.
Pour la 12e édition du WSF et la première invitation d'un ministre taïwanais des Affaires étrangères en fonction, Lin Chia-long a par ailleurs souligné que la sécurité de l'Europe et celle de l'Indo-Pacifique étaient étroitement liées, positionnant Taïwan comme partenaire technologique et sécuritaire incontournable de l'Europe. Il a, à cet égard, salué les efforts de défense de l'Indo-Pacifique menés par les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'accord AUKUS. Lin Chia-long a par ailleurs plaidé en faveur d'une coopération économique pour renforcer un système technologique résilient et diversifié dans le sillage de la coentreprise ESMC, issue d'une entente entre TSMC et plusieurs partenaires européens. Citant aussi les initiatives Europe numérique et EU-AI Continental Action Plan comme participants de cette résilience technologique, Lin Chia-long a invité à un partenariat étroit dans les technologies de l'intelligence artificielle et d'un socle commun afin de bâtir un front uni face aux défis de l'expansion des autoritarismes et pour garantir un ordre international fondé sur les règles démocratiques. TSMC réussit la production test des puces 2 nanomètres à Kaohsiung. Le maire de Kaohsiung, Chen Chi-mai, a déclaré au conseil municipal avoir reçu récemment une visite des membres du géant des semi-conducteurs TSMC. Ces derniers lui ont présenté une puce de 2 nanomètres annonçant la réussite de l'essai de production à Kaohsiung de ce procédé le plus avancé au monde. Chen Chi-mai a précisé que depuis l'annonce de son investissement à Kaohsiung en 2021, TSMC a pris de l'avance sur son agenda prévisionnel de la production expérimentale, apportant officiellement à Kaohsiung la technologie des fameux semi-conducteurs de 2 nanomètres. La municipalité continuera d'améliorer le corridor Est des semi-conducteurs en intégrant des équipements et des matériaux de pointe ainsi que les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval afin de promouvoir un écosystème industriel plus résilient centré autour de Kaohsiung. TSMC développe ses capacités de production de plaquettes de 2 nanomètres à Taïwan, à Hsinchu et Kaohsiung et aux États-Unis en Arizona. La production de masse devrait débuter dans le courant du 4e trimestre de cette année 2025 et TSMC prévoit qu'environ 30% de ses capacités de production des plaquettes de nanomètres et de technologies encore plus avancées proviendront de son usine d'Arizona. Selon les différents reportages, Nvidia, Apple, Qualcomm, Mediatek ou encore AMD deviennent des acheteurs potentiels des puces 2 nanomètres de TSMC. En plus de TSMC, Samsung, Rapidus et Intel sont également engagés dans le développement des puces de nanomètres. Taïwan et le Japon poursuivent leur coopération en matière d'exercice conjoint. Tandis que des parlementaires taïwanaises et japonais se sont rencontrés début septembre à Taipei pour approfondir la coopération en matière de sécurité maritime, le quotidien japonais Yomiuri Shimbun a rapporté ce 3 octobre que le Japon et Taïwan ont mené en juin dernier un exercice conjoint en mer visant à renforcer les entraînements communs au service de la sécurité maritime de la région. Selon le reportage, cet exercice qui s'est déroulé en juin dernier dans les eaux des îles Sakishima dans la préfecture d'Okinawa est le 2e exercice du genre mené conjointement entre patrouilleurs japonais et gardes-côtes taïwanais depuis la rupture diplomatique entre les deux pays en 1972 et il pourrait jeter les bases vers une coopération régulière à l'avenir. Le quotidien japonais précise que c'est le Mizuho de la sécurité maritime de Nagoya, côté japonais, qui a été déployé aux côtés du patrouilleur Yunlin, le plus grand bâtiment de la flotte des gardes-côtes taïwanais. Cet exercice intervient dans un contexte de pression accrue des navires chinois en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan, ce qui pousse Tokyo et Taipei à renforcer leur coopération sur la base des accords signés en 2017 et l'année dernière en matière de secours maritime, de partage des données, de formation et d'échange de personnel. La Chinde rencontre le sous-secrétaire américain à l'agriculture et annonce l'ouverture du marché américain aux ananas taïwanais. Le président taïwanais La Chinde a reçu cette semaine le sous-secrétaire américain au commerce et aux affaires agricoles
Luke Lindbergh, et a déclaré que les entreprises taïwanaises prévoyaient d'acheter pour 10 milliards de dollars de produits agricoles américains. Luke Lindbergh a affirmé que sa délégation était venue armée de bonne volonté et avait ainsi décidé d'ouvrir le marché américain aux importations d'ananas taïwanais. Le communiqué de presse faisant l'annonce indique que la délégation agricole taïwanaise venait de terminer sa visite aux États-Unis, ajoutant que la présence de plusieurs dizaines de représentants de l'industrie agroalimentaire américaine témoignait de la profonde amitié et du partenariat étroit qui unissent Taïwan et les États-Unis. C'était la revue de l'actualité taïwanaise présentée par Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.